Voilà, bienvenue dans Rendez-vous. Aujourd'hui, c'est aussi un numéro spécial parce que la taille de notre invité, vous allez le remarquer avec nous, et que c'est cela même le souci, sinon les objectifs de ce programme. On ne va jamais cesser de le répéter. Nous sommes toujours et nous serons toujours derrière les intelligences pour les amener à réfléchir sur tout ce qui prévaut, parce que la RDC, avant de compter sur ses minerais ou ses nombrables richesses, 80 millions d'hectares de terres arables, les cours d'eau, on a beaucoup de choses nous données par la Providence, mais il faudrait aussi compter d'abord par ce qui est le premier capital. Donc c'est l'homme, le capital humain. Alors les femmes congolaises ainsi que les hommes congolais, toutes catégories et tout âge, les intelligences, il y en a. Mais c'est peut-être que nous n'avions pas ou nous n'avons jamais eu une politique nationale qui pourrait, en tout cas, s'engager à en recruter et en reconnaître les valeurs sans tenir compte des appartenances politiques ou régionales ou quoi que ce soit, mais plutôt ne tenir compte que des capacités qui soient utiles à la société. Les États-Unis n'avaient jamais hésité à recruter Albert Einstein alors qu'il n'était pas américain et tout de suite parce que c'était une intelligence qu'on devrait utiliser et à partir de là, ils ont eu à mettre fin à la guerre mondiale et ainsi ils se sont imposés et révélés être la superpuissance. Félix Mwamba, bienvenue. Félix Famba, je corrige. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, aujourd'hui, nous sommes, disons, la RDC est devant une situation plus ou moins complexe parce que nous allons partir de quelques événements majeurs que nous avions tous connus ces derniers jours. Entre autres, dans l'espace de 10 jours, 2 interventions médiatiques de Joseph Kabila. La première sur une chaîne belge et la deuxième sur une chaîne américaine depuis Goma, dans sa résidence où il réside désormais. Et dans l'entretemps, on a vu la sortie de Louis Michel. C'était lors de l'anniversaire du PPRD à Bruxelles. On a entendu et l'on sait quand même quel est le rôle que Louis Michel avait joué pour évidemment obtenir la reconnaissance internationale de Joseph Kabila à la suite de l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila. Et quelques jours après aussi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, depuis le Bandundu, il s'est adressé aux chefs coutumiers, leur rappelant que eux sont ses représentants parce qu'ils sont le prolongement du pouvoir. Eux qui sont au contact direct avec les populations locales, eux qui sont les gardiens des terres. On va y revenir méthodiquement pour en prendre les grandes lignes, les grandes déclarations et pour essayer de comprendre quant à vous, qu'est-ce que cela voudrait, quel devrait être l'entendement du citoyen congolais parce que c'est la patrie qui est sous menace de tout cela. Alors, d'abord, encore une fois, bienvenue. Bienvenue, merci. Joseph Kabila, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit là où il est, dont l'accès à sa personne, visiblement, passe par le Rwanda. Et est-ce que trouvez-vous dans tout ce qu'il a dit ou dans ses activités médiatiques, on peut dire qu'il est en train de manifester son désir de revenir au pouvoir? Bon, ça m'arrache un petit sourire de voir que ce monsieur, c'est parmi les grands plaisantins que l'actuel siècle est connu. Manifester l'intention de revenir au pouvoir, que je sache, dans ce pays,
le pouvoir de Kabila n'était pas un pouvoir de droit divin. Si c'était un pouvoir de droit divin, on aurait dit que c'est tout à fait normal. L'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi s'est retrouvé au pouvoir de manière tout à fait forcée et accidentelle. Mais le pouvoir revient de droit divin à M. Kabila. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de la gesticulation sur laquelle on ne peut pas s'attarder. Et c'est son droit de gesticuler, il peut raconter tout ce qu'il veut, le temps est passé, il est passé. Et on a toujours dit, s'il y a quelque chose qu'il faudrait chercher à très bien gérer, c'est le temps. Quand le temps est passé, on ne le reprend plus. On ne reprend pas ce temps passé. Le temps de Kabila est passé. De manière tout à fait accidentelle dans ce pays, sans que nous n'ayons voulu. On s'est retrouvé à la tête du pays avec un quidam qui venait d'on ne sait où, parfois aussi dans la grande naïveté de nous-mêmes, et surtout le manque d'intelligence et de perspicacité au niveau de la classe politique. Eh ben, nous avons eu à supporter un parfait étranger au sommet de l'État pendant 2 décennies. Et tout ça parce que il y a eu, je vous ai entendu tout à l'heure quand on était hors studio, enfin hors plateau, vous me disiez qu'il y a un sinistre personnage comme Louis Michel, évidemment, qui est intervenu pour raconter aussi des sornettes. Cet individu-là, écoutez, parce qu'il est chez lui, il parle à partir de chez lui. Si jamais par hasard, ces messieurs pouvaient avoir le culot de foutre ses pieds dans ce pays, parce que les choses ont changé, personnellement, je demanderais au Koulouna de se charger de lui. Parce que je me rappelle encore les années 2004, 2005, 2006. Ce monsieur était le roi du Congo, c'était le roi de la RDC. Et il s'en gênait pas. Il se disait, avec ma canne, je vais descendre à Kinshasa, je vais me promener dans les rues de Kinshasa. Et tout ce monde-là, il te pèse, Tshisekedi et tout ça, c'est de la mauvaise herbe. Est-ce que justement, puisque vous touchez à Louis Michel, que l'on a vu dans une cérémonie privée, l'anniversaire du PPRD organisé à Bruxelles, il intervient dans ces termes, et aussi nous relevons qu'effectivement, c'est lui avec Mugabe qui avait tenu les manettes pour partir, en tout cas asseoir la présidence de Joseph Kabila. Est-ce que ça doit laisser les Congolais dans une sorte d'indifférence ou de distraction, ou devrons-nous comprendre que, de par le rôle que Louis Michel avait joué, alors quelle position devrions-nous prendre en tant que Congolais? Sinon, le pouvoir actuel devrait prendre ça sous quel œil? Avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux pour dire tout simplement que nous constatons avec son intervention qu'effectivement, le PPRD est en perte de vitesse. Il faudrait reconnaître que dans cette histoire de création de PPRD, il peut y avoir une touche de Louis Michel. Louis Michel est un sinistre personnage par rapport au Congo, parce que en 2005, vous savez qu'au niveau de l'UDPS, on avait appelé au boycott du référendum. Et quelque peu aux élections générales de 2006. L'UDPS avait recommandé aux Congolais, de manière générale, de ne pas aller participer à ces élections, à ces référendums, parce que cette constitution-là était une constitution des étrangers.
Quand bien même aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de dire que non, cette constitution n'est pas le fait des étrangers, mais j'aimerais attirer l'attention du Congolais sur le fait que dans l'équipe ayant constitué cette commission de rédaction, il y avait plus de la moitié d'individus qui n'étaient pas congolais. Je me pose la question si dans l'impossible, la Belgique qui voudrait modifier, changer sa constitution, il peut faire appel aux experts congolais. Est-ce que c'était pas de notre faute d'avoir, semble-t-il, par ce que j'avais entendu Bob Kabamba dire, qu'exactement, il y avait une note qui était partie de Kinshasa pour la Belgique demandant l'expertise des constitutionnalistes ou des experts belges. C'est justement ça la grosse bêtise. Et quand nous voulons avoir un regard sérieusement patriote autour de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, changement, révision de la Constitution. Moi, personnellement, je penche pour le changement de la Constitution. Nous allons dire, effectivement, c'est même si le changement n'est pas inscrit dans la Constitution, alors comment on va s'y prendre? On risque d'ouvrir encore une autre parenthèse. Non. Mais qui est du moins importante, allez-y. Nous nous trouvons devant une situation de salut national. Nous nous trouvons devant une situation de salut national. Même si ça n'a pas été prévu dans cette Constitution. La vérité est que cette Constitution a connu une touche étrangère. Mais j'aimerais faire comprendre aux Congolais allez-y, que la Constitution, comme on en parlait l'autre fois, était le condensé de l'histoire d'un peuple et la plateforme de ses espérances. Dès lors qu'il y a une main étrangère qui participe à cette rédaction, mais ça rend automatiquement cette Constitution-là, comment dire, inconstitutionnelle, si on peut se permettre de blaguer. Alors ça doit se passer de cette manière-là. Alors, quand c'est la RDC, cela démontre du complot qu'il y avait. Quand c'est la RDC, qui a fait cette note qui est arrivée en Belgique, demandant l'expertise de Belges pour participer à la rédaction de la Constitution congolaise. Alors, moi, je suis tenté de dire que vous comprenez que les gens qui ont fait ça, et ça fait partie de choses pour lesquelles moi j'ai beaucoup de regrets, de constater que dans le chef de beaucoup de mes frères, la mentalité des colonisés et d'esclaves consentants n'est pas encore partie. Il n'y a qu'un colonisé qui peut aller se permettre de faire des choses comme ça. Tout ce monde-là, on est en RDC. C'est un problème de la République démocratique du Congo. Mais il y a des gens qui se permettent quand même de minimiser, de déconsidérer l'expertise nationale pour demander l'expertise belge en termes constitutionnels. Je ne sais pas quelle est la situation, je n'ai pas cherché à avoir l'information. La constitution belge de 1830, parce que la Belgique s'est libérée du joug français en 1830. On n'en parle pas beaucoup. La Belgique était dominée par la France jusqu'en 1830. Ce qui a fait que, par exemple, en 1960, la loi fondamentale qui avait été, en fait, qui était une loi transitoire. Parce que c'est là que le Congolais devrait comprendre. Quand la Belgique donne une partie de sa constitution comme loi fondamentale, les justifications de l'époque étaient que, en attendant que les Congolais rédigent leur propre constitution, c'est dotent de leurs propres armoiries, de leur hymne national, et en attendant, c'est la loi fondamentale. Déjà à l'époque, sans doute peut-être de bonne foi ou par distraction, les Belges ont dit
en attendant que les Congolais se dotent eux-mêmes de leur propre constitution. Comment ça peut se faire plus de 50 ans après l'indépendance? La RDC peut recourir à une expertise étrangère pour participer à la rédaction de sa constitution. Peut-être que les Congolais nous-mêmes, nous préférons être à la traînée des autres, mais justement la question est celle-ci. En 1964, nous avons eu la première constitution écrite, rédigée par... Pas totalement. D'accord, ouais. Mais on avait parmi les rédacteurs des Congolais, entre autres Étienne Tshisekedi, Marcel Yaou. Et plus tard, pourquoi j'ai commencé par là? Plus tard, la situation a évolué. Nous avions eu un projet de constitution lors de la conférence nationale souveraine qui a réuni que des Congolais ici au palais du peuple à Kinshasa. Ouais. Et comme si c'était vraiment le cheminement, encore une fois, plusieurs années plus tard, de 60 à 90, c'était en 90 ou 91, donc plus de 30 ans plus tard, on retrouve encore dans ces assises-là Marcel Liaou et Étienne Tshisekedi. Ça, c'est le produit des Congolais. Est-ce que, pourquoi on ne pense jamais à revisiter ce projet-là pour essayer, au cas où il y a des choses à adapter avec le temps? Et pourtant, c'est le produit des Congolais. Oui. Comment vous trouvez ceux-là qui pensent, parce que j'ai reçu plusieurs fois ici Maître Banza, il y a déjà plusieurs mois, lui en parlait. Il pensait même qu'il faudrait qu'on commence par divulguer ce projet-là pour que le peuple congolais en prenne connaissance. Mais pour l'instant, on parle de changement dans le vide. Est-ce que, comment trouvez-vous ceux-là qui pensent que l'on puisse revisiter ce projet-là de la conférence nationale souveraine, qui est un produit typiquement congolais? Là, vous ouvrez un pan très important et intéressant de l'histoire nationale. La conférence nationale souveraine, avec son projet. En 2005, quand on parlait du référendum, d'heureuse mémoire, Feu Étienne Tshisekedi a dit, parce que ces projets de constitution viennent ailleurs, vous ne pouvez pas procéder à la mise en compétition du projet, de votre projet de constitution et du projet de constitution de la conférence nationale souveraine. Le projet de constitution de la conférence nationale souveraine, si on peut en parler, c'est ça la constitution des Congolais. Parce que la conférence nationale souveraine avait été définie comme étant un forum, une occasion de faire la lecture, la relecture, sans complaisance de l'histoire nationale pour mettre le pays sur une rampe de lancement qui lui permettrait de ne plus jamais retomber dans l'histoire. Dans l'histoire sombre. Là. Voilà. Et plus de 3000 Congolais, jusqu'aux cordonniers, ils étaient à la conférence nationale souveraine. Et plus de ces 3000 délégués à la conférence nationale ont pris près d'une année pour réfléchir sur la Constitution. Et toujours nous-mêmes, j'étais en train de vous dire ici que je regrettais beaucoup la mentalité de coloniser qu'il y avait dans nous, Congolais. C'est nous-mêmes, Congolais, qui avons fourni des efforts pour saboter le projet de constitution de la conférence nationale, de saboter les résolutions de la conférence nationale. Je me rappelle encore, je me trouvais à Lubumbashi avec feu professeur Bioya. Philippe Bioya. Paix à son âme. Ouais. On venait de prendre Kindu par l'AFDEL. Parce que il y avait de ces gens, il était parmi ces personnes qui étaient tout contents que l'AFDEL vienne
Pour chasser Mobutu. Chasser Mobutu. Moi, je lui ai dit non. Moi, je ne suis pas pour ces bêtises. Le Zaïre est dans un équilibre fragile. Et ces gens-là qui viennent, ils vont briser cet équilibre fragile. Je lui ai dit, prof, vous verrez comment nous allons trimer ici pour n'atteindre ne fût-ce que cet équilibre fragile que l'on est en train de briser. On est pratiquement à la porte de la 30e année depuis que cet équilibre fragile avait été brisé. Oui. Et en tant qu'observateur de la vie nationale, je n'ai vu nulle part où on a pu remonter pour atteindre ne fût-ce que cet équilibre fragile. Tout ça parce que le Congolais, comme je vous le disais l'autre fois, ça fait partie de sa spécialité. Il agit, il réfléchit après. Comme l'a dit Nicolas Kazadi, on a l'argent pour le projet. Voilà. D'abord, on se le partage, et puis on réfléchit après. Quand il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça le problème. Or, la réflexion doit être visionnaire et sérieusement charpentée. Elle doit être prospective. Eh bien, nous voulons faire ceci. Qu'est-ce que ça pourra nous apporter dans 2, 3, 4 ans? C'est que les autres font. Hein? Et curieusement, et à force d'observer, je vois que le même comportement est un peu chez le Rwandais. Lequel, par exemple, précisément? De projeter. Oui. Hein? De réfléchir par rapport à l'avenir. De prévenir, c'est ça même l'entendement de gouverner, c'est prévoir. Eh bien, c'est ça. On anticipe, on imagine même en cas de tel scénario, et ça reste comme une politique ou une stratégie déjà mise en place. Tout à fait. Alors chez nous, c'est difficile. On se contente de l'aujourd'hui. On ignore demain. Mais que font alors nos ministres? Apparemment, on n'a jamais des ministres qui pondent, qui établissent des plans nationaux, de politique nationale dans chaque secteur. Dès lors que, même si tu n'es plus là, c'est lui qui vient, il sait que dans la vie nationale, voici le plan, ainsi de suite. Et alors, pourquoi ils sont si bonnement payés, les ministres dans ce pays, mais pour ne jamais laisser le moindre plan national ou politique nationale dans un secteur donné? Ça, c'est la calamité qui est liée à l'instruit congolais. Hein? C'est une calamité qui est liée à l'instruit. Je ne dis pas intellectuel comme tout le monde préfère le dire, parce que c'est de la comédie. L'instruit, il est là, il bombe le torse à cause de tout le parchemin que lui, il a. Il y a des gens qui ont des grands diplômes, obtenus même à Harvard. À Oxford, à Sorbonne, à Louvain, ils s'entarguent et ils aiment s'en prendre aux autres. Mais il n'a pas étudié, lui. Bon, mais vous qui avez étudié, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Bon, justement sur ce point-là, avant de revenir sur la problématique du changement de la Constitution, actuellement il y a cette sorte de toutes les autorités, ministres et consorts, se lancent dans cette course-là. Il n'y a pas des jours qui passent sans que nous n'apprenions que telle autorité vient d'être inscrite à l'UNIKIN pour défendre le DA. Mais finalement, quand on est au pouvoir, quelle sera l'image maintenant de l'UNIKIN avec ce genre de comportement? Tous les ministres veulent devenir des docteurs. Tous les ministres, c'est pas mauvais, mais est-ce que c'est vraiment dans le respect des exigences de la science, ce qui se passe actuellement à l'UNIKIN? Je vais vous amuser. Il vous est déjà arrivé, avec un peu d'humour, de vous mettre au carrefour des grandes artères de notre ville. Vous verrez que tout le monde cherche à se faufiler. Tout le monde cherche le raccourci. Et quand on cherche à se faufiler, on cherche le raccourci. C'est-à-dire... pour arriver à destination. Alors, c'est-à-dire que on n'est pas parvenu à faire le parcours. Exigé. Ouais. Il y a quelques années, j'aimais dire aux gens que
90% d'instruits congolais ou des diplômés congolais sont passés par l'université. C'est ce que vous êtes en train de dire. Parce que le plus important pour eux, et ça j'entendais même quand on était à l'université, des collègues disaient, non mais écoutez, papier na bisoto kende. Vous comprenez? Son problème à lui, c'est d'avoir le papier. Alors, il est passé par l'université. C'est les 10% des gens qui ont été à l'université. Est-ce qu'il y aurait emmagasiné la connaissance? Pas seulement la connaissance, le savoir. Oui, le savoir, exactement. Hein? C'est-à-dire, ça leur donne la capacité de pouvoir allier les connaissances acquises et leur pratique. Dans la vie courante. Voilà, dans la vie courante. C'est bien, le professeur Bongeli le disait il n'y a pas longtemps, que nous n'avons pas d'intellectuels, nous avons des gens qui ont accumulé des connaissances, des gens capables de vous reproduire des formules terribles et des grandes théories d'économie. C'est plus que nous avons ces gens-là, hein, parce que lui, il a cité, c'est plus que nous avons les juristes, que la justice va mal. C'est plus que nous avons des ingénieurs, que nous avons des routes défoncées et des coupures intempestives de courant. C'est plus que nous avons des économistes, que nous avons une économie en pagaille. Hein? En passant, c'est ce qui revient à dire. Oui, terminé d'abord. Ce qui revient à dire. Quand on passe par l'université, on n'est pas utile pour sa société. C'est pourquoi moi, j'ai toujours été piqué quand je vois, surtout sur vos plateaux de télévision, vous verrez des gens très bien endimanchés, hein, costume impeccable, cravate bien nouée avec une chemise italienne. Non, nous les diplômés, moi je suis diplômé. Comme vous là, c'est très beau, des très belles couleurs, quelle harmonie. Et la cravate, ainsi de suite, un beau style. Justement, mais au moins, je ne viens pas parler de mes diplômes. Vraiment. Hein? Ici, on parle nation, les problèmes qui se posent et qui demandent des réflexions. Ouais, on demande d'intelligence. C'est un peu tout ça, le problème qui se pose à ce pays. Nous avons des individus qui ont des gros parchemins. Je vous ai dit qu'il y a ici, dans ce pays, des gens qui ont été à Harvard. Hein, parce qu'elle est considérée. Il y en a. J'ai un ami qui est professeur à l'ISP Gombe, Jackson Bajika. Ouais. Il vient de Harvard, c'est d'où il a soutenu sa thèse. Ah ben voilà, il est ici. Ouais. C'est l'une des plus prestigieuses universités du monde. Oui. Ou je sais pas moi. La plus haute barre. Même, ouais. Parce qu'il semble que quand on va là-bas, les frais de scolarité l'an, c'est pas moins de 40 à 50 000 $. Lui, il m'a dit il payait 54 000 $ l'an. Eh ben voilà. Hein? Alors maintenant, pour ne peut-être pas déranger, on a obtenu le diplôme, on n'en a pas l'intelligence, on verse dans l'immoralité. On verse dans l'immoralité. Principalement quand on va dans nos universités. Quand vous voyez un professeur d'université venir vendre un syllabus à un étudiant. Hein, avec exigence que si c'est lui qui n'achète pas déjà des points en moins sur les examens. Alors ce type-là, il est intelligent. Non. Parce qu'il est dans l'immoralité. Nous avons un grand chantier. Nous avons un grand chantier. Le tout, c'est au niveau de la raison raisonnante. Hein, et tant qu'on ne comprendra pas que la véritable révolution viendra de l'intelligence. Hein? C'est-à-dire, quand on va à l'université, on accumule les connaissances, c'est pour essayer d'aider cette intelligence de traverser une étape, hein? De tendre vers des cimes un peu plus élevées. C'est-à-dire que quand, dans sa société, il y a un problème qui se pose, on sait avec abnégation. Parce qu'un intellectuel est souvent dans l'abnégation. Hein? De servir pour les autres d'abord, ben voilà. Pour la communauté. Et quand on va à l'université, on fait ces grandes études, c'est pour beaucoup plus développer l'intelligence sociale.
Hein? Alors, l'intelligence sociale, c'est ce qui nous permet de savoir que nos frères de Kisenso sont dans des conditions un peu compliquées. Et quand on est dans le pouvoir d'État, l'autre fois, j'étais en train de vous dire que l'État, c'est une organisation. On doit les définir comme une organisation. Et en tant que tel, cet État a des missions à remplir. Je vous ai dit que notre pays était une société désorganisée et désorganisante. Hein? Parce que son fonctionnement procède de l'ordre naturel des choses. Mettez-vous en tête cet ordre naturel. Vous avez vu avant-hier, il y a eu une très grosse pluie. Oui. Hein? Et puis ça s'est arrêté. Aujourd'hui, il y a un beau soleil. Et vous allez remarquer que au niveau de certains arbres, quand on prend le manguier, il y a déjà de bourgeons. C'est comme ça. Il y a une situation... terminé. Je dis que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce pays. Vous ne sentez pas la touche d'une organisation. Oui. Vous ne la sentez pas. Et pourtant, l'État doit se comprendre comme l'organisation, l'orientation et le contrôle. Bon, voilà. S'il n'y a pas une organisation, on est dans autre chose. Fiction. On se retrouve carrément dans le sophisme. Ouais. Alors, c'est une situation. Le DG, depuis sa suspension, maintenant la DGA qui en fait l'intérim, semble-t-il, selon les réseaux sociaux, ça fait un peu rire. Elle a demandé, elle a exigé à ce que tous ceux qui ont été engagés dernièrement chacun puisse amener ses papiers justificatifs, c'est-à-dire diplôme sur l'original ou licence ou graduat, mais sur une copie originale. Et il semble que tout est maintenant en ébullition là-bas et qu'elle reçoit beaucoup de menaces et on vous accuse, vous l'UDPS, du fait que ça devient comme si elle ciblait les combattants qui se sont retrouvés là-bas, embauchés mais sans papier. Est-ce que vous trouvez une telle situation comment ça? Non, mais c'est tout à fait regrettable. Hein? C'est regrettable parce que notre UDPS, l'idéal de notre UDPS a été totalement galvaudé. Hein? Totalement galvaudé, ça fait mal. Hein? Parce que quand le pouvoir est arrivé, on peut être tenté de donner raison à ceux-là qui disent que l'UDPS n'avait pas été préparé pour l'exercice du pouvoir d'État. On ne peut pas se permettre d'être aussi léger. On se permet d'être aussi léger, de faire de promesses à temps et à contre-temps à des combattants qui ont attendu, qui se sont battus pendant longtemps, qui attendaient le jour que le pouvoir et tout ça. Non, non. J'ai eu l'occasion quand même, dans ce que nous faisions, de parler avec Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi ne disait pas que quand nous aurons le pouvoir, vous allez avoir du travail. Il disait, quand nous prenons le pouvoir, nous allons attirer beaucoup d'investisseurs pour que les enfants qui sont au chômage puissent trouver le travail. Il y a nuance, hein? Et de dire, non, écoutez, nous allons vous trouver du travail dans l'administration. Mais l'administration est bombée. Elle est à la limite de l'implosion. L'OCC, vous venez vous embaucher à l'OCC pour quel besoin? 300, 500 personnes, 100 personnes, pour quel besoin? Qui n'ont aucun profil, aucune formation, aucune qualité. Ils vont rendre quel service? Même au-delà de ça, hein, le tout se planifie. Hein, le tout se planifie. Je vous dis, quand vous allez dans nos ministères ici, c'est regrettable. C'est regrettable. Donc, on engage des gens qui ne travaillent pas, mais qui doivent être payés. Et des gens qui n'ont même pas de chaises où s'asseoir. Ils sont dans la cour en train de déambuler. Il y a d'autres qui vous diront que non, nous on nous a dit il faut venir signer 2 fois par semaine. Lundi, mercredi. Signer la présence. Signer la présence. Et puis attendre le salaire. C'est-à-dire qu'on est en train
de voler systématiquement la République. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on a procédé à des choses que l'on n'a pas pu planifier, des choses qui n'ont pas été étudiées au départ. Et c'est comme ce que j'ai eu à dire à un ami il n'y a pas longtemps. Bien sûr, aujourd'hui, les Daniel Bumba, il est dépassé. Hein? Il est dépassé parce qu'il doit faire face à un nombre impossible d'habitants dans la ville. Est-ce que l'UDPS sans infrastructure. Et tout ça, parce que tout ça n'a pas suivi une courbe normale. Hein? On va rentrer chez les anciens économistes qui disaient que l'augmentation de la population était en progression géométrique, tandis que la production de biens était arithmétique. Ce qui fait que c'est de là qu'est venu le besoin de la limitation de naissance. Oui. Hein? Il fallait contrôler la population en fonction de biens à produire. Donc, on peut dire que l'UDPS actuel, l'UDPS au pouvoir, c'est un peu écarté de la vision que prônait l'UDPS pendant le temps de combat. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Est-ce que on va terminer le chapitre qu'on avait ouvert sur le changement de la Constitution. Ouais. On parlait du projet de la Conférence nationale souveraine. Est-ce que le problème actuellement n'a pas été mal posé par l'UDPS? Est-ce que l'UDPS n'aurait pas fait mieux de poser directement la problématique et de revisiter ce projet-là? Est-ce que vous pensez que le peuple congolais allait réagir de la sorte si le problème était posé directement en termes d'approche ou de réactualisation de ce projet-là? Parce que tout le monde était à la conférence, y compris les Fayoulou, les Sessanga, tous les jeunes là étaient à la conférence nationale souveraine. Parce que pour le moment, on a tendance à ignorer, même ceux qui soutiennent le changement, mais ne savent pas quel sera le contenu de la dite constitution à venir. Est-ce que le problème n'a-t-il pas été mal posé par l'UDPS? D'où tout ce que nous avons maintenant comme tiraillement. Des fois, on ne sait pas justifier pourquoi on est d'accord, pourquoi on est contre le changement. Bon, on peut se dire que le problème n'avait pas été posé de manière pointueuse, mais c'est une promesse de l'UDPS qui remonte à 2006. Il avait été dit, pour l'UDPS, cette constitution devait être changée une fois l'UDPS au pouvoir pour mettre cette constitution qui a fait les consensus des Congolais dans leur diversité. C'est vrai que peut-être la chose pouvait être posée de cette manière-là, et que quand on a lancé l'idée par le président, bon, oui, il avait lancé l'idée comme ça, et puis il y a nos amis qui se disent de l'opposition, ces gens qui ont fait de la rébellion et tout ça. En principe, si ça ne tenait qu'à moi, ces gens-là, il fallait les pendre depuis longtemps. Les gens qui, par fantaisie, par humeur, comme ceux qui se comportent aujourd'hui, par humeur, ont accepté de faire couler le sang du Congolais pour un besoin de pouvoir. Non, la République ne peut pas les admettre. Justement, parce que, pourquoi je l'ai dit? Oui. On est en 1995, 1996. Mobutu faisait de la résistance au changement. Il y a les calibres tels que l'Étienne Tshisekedi qui avait été contacté pour accepter de chasser Mobutu par les armes. Et il leur avait dit, vous attendrez longtemps. On ne peut pas faire couler une seule goutte du sang du Congolais parce qu'il faut accéder au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui,
les amis là qui sont, je ne sais pas, si les gens se rendent compte de souffrances indicibles et dans la chair et dans l'esprit de nos frères qui y a là-bas, même s'ils font semblant de rire, d'aller prendre un verre dans un bar ou de s'adonner à quelques petites activités que ce soit. Mais la souffrance est indicible. C'est grave. Justement, on va... Excusez-moi, un monsieur tel que le Sesanga, là, je crois, il a été major ou colonel dans une des rébellions. On ne sait pas s'ils ont porté quel grade, ils étaient très nombreux, les Sesanga. Et aujourd'hui... Même les Lambert Mende en tenue, les Bemba, on ne sait pas si c'était des généraux ou bien ils avaient quel grade. Ce qu'ils sont en train de raconter, c'est parce que la République a été clémente. La République a été clémente en 2003 avec ces fameux dialogues de Sun City, qui a créé tout ce problème. Ce dialogue a eu aussi le mérite de la réunification de la nation qui était déjà à 67% occupée par différentes rébellions. Oui. Cette république, ça a eu le mérite de faire tout ça. Et réunifier le pays, on veut bien, mais ces dialogues-là, intercongolais, s'est tiré une balle dans le pied lui-même. Voilà, puisqu'on doit capitaliser le temps qui nous reste, ce chapitre est très très important que vous venez d'ouvrir. On a des Congolais qui sont de l'autre côté de la rébellion, et sur qui pèsent des condamnations et toute cette charge-là qui leur est imputée du fait des guerres, la mort de plusieurs compatriotes congolais et toute cette souffrance qui s'ensuit. Alors, comment maintenant prenez-vous le président de la République ne voudrait pas d'un dialogue parce que selon lui, il dit que le pays, nous ne sommes pas en grise politique pour aller chercher des dialogues et surtout avec ceux-là qui ont pris des armes contre la République. Mais de l'autre, entre-temps, les États-Unis, par devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Boulos, sinon c'était Marco Rubio, dans tout ce qu'il disait, il chute par déclarer que les États-Unis soutiennent le dialogue sous la médiation du Qatar à Doha, donc le dialogue entre AFC Kinshasa, dialogue direct, et puis le dialogue tant réclamé en interne, dialogue inclusif, sous la médiation de l'Angola ainsi que l'Union africaine qui a désigné le président togolais. Et il dit même, il parle même de la société civile dans ce dialogue-là et de tout le monde. Maintenant, est-ce que cette position-là des États-Unis par devant le Conseil de sécurité avec celle du président de la République, laquelle vous avez aussi épousée, celle que vous soulevez, quoique logique, on ne doit pas revenir à faire des chèques en blanc, toujours avec les mêmes événements malheureux. Comment alors trouvez-vous cette position-là des États-Unis et la vôtre, sinon la position du président de la République, Félix? Est-ce que ça va dans la même direction? Bon, ou comment alors, quels en sera les aboutissants? Le président devrait se plier ou c'est à eux de comprendre les exigences de Félix Tshisekedi au sujet du dialogue? Ben, je commencerai par cette petite anecdote. On est en 1900... Bon, de toute façon, ça se brouille un peu dans ma tête. Le maréchal Mobutu, président de la République du Zaïre, dans un de ses multiples meetings, il dira aux Zaïrois qu'il n'était pas facile d'être le Zaïre. Il n'était pas facile d'être le Zaïre.
Pourquoi le disait-il? C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il n'est pas facile d'être la République démocratique du Congo. Parce que on fait l'objet des grandes convoitises. Cette position des Américains avec les histoires des dialogues et tout ça, les Américains savent que par Rwanda interposé, ils ont instrumentalisé les Congolais pour leurs besoins d'accès aux minéraux à moindre frais. Alors, la meilleure façon de faire était de tenir la RDC en laisse. La meilleure façon de tenir la RDC en laisse, c'est de l'obliger à faire un dialogue avec des individus qui méritent soit la prison, soit la pendaison. Cette position ne peut pas rejoindre la position de Congolais conscients. Il n'y a que de Congolais inconscients qui sont prêts à vendre leur pays pour une jouissance individuelle. Et maintenant, qu'en sera-t-il du fait que le président de la République, qui espère sur son engagement avec les États-Unis, il a même dit devant les chefs coutumiers dans le Bandundu, Bozala déjà yako CPLA, je reprends ces mots en lingala, Bozala déjà yako CPLA, ba américain bakoya na ba mbongo bako créer ba entreprise ebele bako tongela biso banzela. Maintenant lui qui compte sur eux, mais les mêmes américains là appuient une position contraire laquelle lui l'a déjà fait savoir que direction wana dialogue inclusif T. Alors c'est ça ma grande préoccupation ou la grande crainte. Tshisekedi qui compte sur les États-Unis, finalement risquerait de courber les chines devant ces exigences-là des États-Unis et se retrouver finalement en face, dans un dialogue en face de Joseph Kabila. Mais c'est pourquoi on dit qu'il n'est pas facile d'être la RDC. Oui, Mobutu effectivement le disait. Le problème qu'il y a là, c'est d'éviter à tout prix que la RDC s'organise. Le problème se situe à ce niveau-là. On ne veut pas que la RDC s'organise, il faudrait que la RDC reste toujours à patauger dans ces marigots. À patauger dans le marigot, il n'y a rien d'autre. Et ils ont compris que la meilleure façon d'avoir le monsieur ici qui commençait à avoir du vent en poupe était de le mettre dans condition de les limiter. Parce qu'ici, le besoin est de les limiter pour qu'ils ne cherchent pas à rêver plus et avoir beaucoup plus d'utopie. Parce que n'oubliez pas que les grandes civilisations se sont construites par le rêve et les utopies. Vous vous souviendrez, ça fait l'objet de beaucoup de petits plaisantins qui disent « Oh, l'Allemagne d'Afrique, c'était son rêve, c'était une utopie. » Moi, je donne toujours l'exemple de Dubaï. Dubaï a été construit par utopie. Qui n'était qu'un désert. Par utopie. Il n'y a pas longtemps. Par rêve. Et lui, le président, dès l'entame de son mandat, il a dit la RDC va devenir l'Allemagne d'Afrique. C'est-à-dire, c'est comme l'Allemagne en Europe. Qui est la forte économie. Voilà. Donc, la RDC, il n'est pas interdit de rêver qu'elle soit, parce qu'elle a cette vocation, la plus grande économie de l'Afrique. Et voilà le problème. C'est celui-là. Le problème, c'est celui-là. Quand les Marco Rubio, ils sont en train de raconter toutes ces histoires, comment on peut essayer de mettre ensemble chèvre et chou. Enfin, arrêtons. Arrêtons. Les Américains, on veut bien qu'ils veuillent bien venir faire leur business. Mais il ne faudrait pas chercher à lier business et une espèce de blanchisserie de bandits. C'est un peu ça la situation. Alors, on est déjà à la fin de notre émission. Je constate. Je pense qu'on va terminer par, si vous avez un tout petit mot
à finir. Mais quant à nous, nous pensons que nous trouvons que il n'y a pas de franchise, assez de franchise entre Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et les États-Unis, en qui il a fait toute confiance, en leur donnant l'accès à ce qui nous est trop vital, entendez, nos ressources, mais au finish, maintenant, eux commencent à serrer pour qu'il accepte ce que lui déjà rejeté. Alors, devant cet aspect des choses, où il n'y a pas cette franchise-là, et d'ailleurs, ils sont allés plus loin jusqu'à évoquer les élections en 2028. La France mêmement, la Belgique mêmement, le chargé des affaires des États-Unis, de l'ambassade ici, était à la CENI pour les mêmes projections, alors que l'opinion qui est favorable, ou vous qui êtes du pouvoir, vous pensez que la priorité, c'est pas les élections en 2028, c'est plutôt d'abord la situation sécuritaire. Terminé par là, on est dans quoi? Les Américains, ils prennent ici et puis ils commencent à soutenir le contraire de ce que Tshisekedi voudrait. Alors, quelle en sera l'issue? On finit l'émission par là. Tout ça, c'est du chantage. Hein? On est en train de faire du chantage. Ces Américains, ces Français, ces Européens, que sais-je, ils savent, nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2026. Les élections, c'est en 2028. Nous avons un problème identitaire qui se pose. Peut-on, logiquement, techniquement et consciemment faire les élections en 2028? Parce que nous sommes encore là avec les Américains et les Arabes, moi je ne sais pas, les Qataris, en train de vouloir faire un dialogue. Ils veulent de ce dialogue-là. C'est le temps qui passe où on pouvait s'atteler déjà à un travail de fond pour la préparation de ces élections. Tout le temps a été consommé par les affreux qu'il y a à l'Est, sous la conduite du Rwanda. Quand bien même aujourd'hui les États-Unis qui étaient les maîtres concepteurs de cette situation-là, semblent aujourd'hui dire que nous lâchons le Rwanda sans véritablement les lâcher, parce que toutes ces conditions-là qu'ils sont en train de poser, c'est une façon de protéger le Rwanda, de lui être reconnaissant pour le travail que le Rwanda a rendu pendant des années, 3 décennies, hein, pour ce travail-là. Ils savent, tout le matériel ont été pillés, brûlés, dont une partie amenée au Rwanda. Hein, les kits électoraux, là. Merci beaucoup, Monsieur Félix Fwamba. Félix Mwamba, ça me revient parce que j'ai un ami, et curieusement, je dirais, comme si c'est votre jeune frère, vous avez le même visage, Félix Mwamba, Mwamba Ntumba, il est toujours ici à Kinshasa. Alors, quand je vous vois, j'ai son image devant moi. Vraiment. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous disons merci à Elika Emofortis Konzo. Mais Konzo ane ateke obe tarabiso ba vie na yo na Congo Bez. Mais Konzo ane dans le travail. C'est lui qui nous réalise et tout ce cadre ici est mis à notre disponibilité grâce à lui. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Bestel et tout le monde. André. Et on se retrouve au prochain numéro. Je pense que le plaisir sera réel d'avoir entendu les réflexions de Félix Fwamba. Et comme c'est déjà un habitué de cette émission, eh ben, il sera toujours avec nous très prochainement. Bien de bonnes choses à tous. Merci. Et surtout, aujourd'hui, bonne chance au Léopard. Le mondial, c'est à nous cette fois-ci. Voilà, merci.